et de marketing orienté vers le développement des affaires, ici à Montréal, d'une 20aine de personnes. Super, merci Michel. Ensuite, à toi, Anouk. Bonjour tout le monde, je suis Anouk. Ça fait 6 mois que j'ai rejoint Cascade. Évidemment, on est dans une industrie privilégiée puisqu'on fait partie des besoins essentiels. Donc, je m'occupe d'une équipe de marketing. On est passé de 14 employés à 18 durant la crise COVID et puis on supporte une équipe de vente de 70 personnes. Donc, on est en charge de tout ce qui est du B2B qu'on appelle dans différentes industries au Nord-Amérique. On supporte les ventes au niveau de la gestion des produits et du private label, ainsi que des activités marketing, du calendrier marketing. Voilà. Super, merci Anouk. À toi, Ali. Bonjour, moi c'est Ali, directeur des ventes chez Page Jaune. Dans le fond, Page Jaune, c'est une entreprise d'un peu moins de 1000 employés, leader dans le monde digital au Canada. Donc, moi, je gère la force de vente sur la route pour le Grand Montréal. Et puis, on a aussi des équipes de support, évidemment, là, des gestionnaires de campagne, Facebook, Google, site web et puis tout ça. Donc, on travaille avec d'autres équipes aussi. Puis, dans le fond, c'est principalement des PME, nos clients, fait que c'est beaucoup du B2B de notre côté. Super, merci Ali. Et à toi, Maxime. Bonjour tout le monde, super content d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce midi. Je m'excuse en partant, là, vous allez peut-être entendre les enfants derrière. Là, je suis vraiment désolé, mais ça fait partie de la game, donc on va faire avec. Je me présente donc vice-président vente et marketing chez Devolution depuis maintenant 8 ans. Entreprise en logiciel informatique située à Lavaltrie, donc un peu à l'extérieur de l'île de Montréal. On a des solutions de gestion d'accès centralisé, gestion de mots de passe, gestion d'accès à distance, 500 000 utilisateurs dans 140 pays. Donc, je suis très content d'être là aujourd'hui puis j'ai hâte de partager un peu notre expertise. Merci infiniment, Maxime. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Marie-Josée Lacourcière de Parcours 3. Je vais animer la session d'aujourd'hui. Et à vous, chaque participant, merci vraiment d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. On est vraiment enchantés de vous avoir. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Vous êtes sur muet par défaut, donc rassurez-vous, on ne vous entendra pas mastiquer. Vous pouvez être libre de le faire. Pour ma part, je vais juste vous expliquer un petit peu le déroulement pour aujourd'hui. Ça va être sous forme de questions et réponses. Malgré qu'on en a préparé quelques-unes, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses ou Q&A pour poser des questions. On ne pourra sûrement pas passer au travers de tout, donc désolé d'avance, mais on va faire notre possible pour vraiment pouvoir poser des questions qui viennent du public. Je voudrais aussi vous rappeler que si vous voulez voir tous les panélistes en même temps, vous pouvez ajuster la vue dans Zoom en haut à droite et changer comment vous voyez en fait les panélistes. Donc, aussi, dernière chose, on va vous envoyer l'enregistrement du webinaire dans les prochaines heures le suivant. Donc, restez à l'écoute pour ça. Et puis, sans plus tarder, on va commencer par le premier thème. On en a identifié 3 principaux. Le premier qui touche à l'équipe, l'innovation qui origine de la crise en ce moment, puis aussi à l'organisation du travail. Donc, ma première question pour vous, les panélistes, c'est qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour réorganiser le travail suite à la fermeture des bureaux physiques de votre entreprise respective? Puis je sais qu'Ali, tu avais quelque chose à dire là-dessus, puis les autres pourront suivre avec leur réponse. Exact. Nous, la priorité numéro 1, ça a été la sécurité des employés. Donc, ça a été le premier aspect qu'on a attaqué. Comme je dis, on est un peu moins de 1000 employés, mais il y avait 300 personnes qui n'avaient pas de laptop au moment où est-ce que la crise a commencé. Donc, notre première priorité, ça a été de fournir des laptops à tout le monde. On a une force de vente au téléphone qui, eux, travaillent du bureau normalement. Fait que ça première étape, la sécurité des gens, fournir des laptops à tout le monde. Une fois que tout le monde a été à la maison, bien là, évidemment, on a pu travailler sur des offres et des façons de travailler, mais ça a vraiment été la première étape de notre côté. Merci. Oh, excuse. Non, vas-y, Anouk. Oui, de notre côté, on a 11 000 employés, mais à travers le Nord-Amérique, donc des gens au niveau de l'opération et des gens au bureau. C'est sûr qu'au bureau, on avait déjà un principe de télétravail de 2 jours par semaine, donc c'est un peu plus facile. Mais c'est sûr que la santé et sécurité, c'était comme vous chez Page Jaune,
c'était la première préoccupation de l'entreprise. Ça fait déjà partie des valeurs des objectifs de l'entreprise. Mais c'est sûr que c'est venu bouleverser parce que tout le monde en même temps en télétravail, les réseaux, etc. Il faut qu'on soit capable d'être assez solide au niveau des réseaux et des connexions. Mais ceci étant dit, je pense qu'avec tout ça, toute la crise quand ça a débuté, il y avait beaucoup de volets communication à s'ajuster, à s'aligner. Donc, au niveau du travail quotidien, il a fallu générer des meetings additionnels de courte durée, mais pour informer les gens et aligner les troupes et les différents départements vers nos politiques de cascade, puis qu'on les informe de l'évolution de la situation. Voilà. En fait, si je peux mentionner, puis merci Anouk, c'est chez Alitia, effectivement, comme pour ceux qui nous connaissent, une firme de services conseil en technologie répartie dans plusieurs bureaux avec plus de 2000 personnes, en fait 2200 et plus. Donc, ça amène un défi, mais en même temps, je reviens au point d'Ali tantôt, je pense que nos gens d'IT ont été extrêmement visionnaires et dès le début, il y avait sécurisé l'approvisionnement de quelques centaines de laptops pour qu'on puisse effectivement prendre tous les gens qui étaient soit en clientèle ou dans des postes au bureau, puis pouvoir les envoyer en télétravail pour continuer à desservir nos clients. Alors ça a été quelque chose qui s'est super bien passé. Évidemment, comme vous, la sécurité des employés étant la priorité numéro 1, on n'a pas les idées de ce côté-là et tout a été mis en place. Mais du côté des outils de travail, on avait déjà beaucoup de choses. Chez nous, Zoom faisait déjà partie de notre coffre d'outils, entre autres, et il y avait déjà énormément de rencontres qui étaient virtuelles avant le COVID-19. Donc, ça n'a été qu'une accélération, je dirais, de ces processus-là qui a permis de mettre en place tous les éléments de communication avec l'ensemble des employés, peu importe où ils sont physiquement, sur une base régulière. Un peu le même principe par rapport, effectivement, nous, on s'est rencontrés un jeudi matin, je me souviens bien, c'était le fin mars. On s'est monté une cellule de crise avec l'équipe de l'exécutif, l'équipe de direction. Donc, on s'est regroupés en petits groupes pour prendre la décision. On a renvoyé tous les gens à la maison, ceux qui pouvaient le faire. Puis effectivement, il y a eu le jeu des laptops, les VPN, entre autres, etc. On est une entreprise aussi en cybersécurité. Nous, on est 105, 110 employés présentement. Donc, il y a eu à gérer l'ensemble des connexions à distance sur le réseau, entre autres pour les développeurs. Mais c'est sûr que rapidement, ça a été de renvoyer les gens à la maison. On avait déjà, un peu comme Michel disait, on était déjà assez bien équipés. Nous, on utilise beaucoup pour votre information Slack au niveau des communications. Puis on utilise aussi Discord, qui est un serveur d'échange de gamers à la base, mais étant donné qu'on avait beaucoup de plus jeunes chez nous, développeurs, gamers, on était avec une plateforme que les gens connaissaient, puis ça fonctionne très bien. Puis même eux sont adaptés durant la crise. Donc, on est parti d'une plateforme Discord qui s'adresse principalement aux joueurs en ligne, qui sont transformés tranquillement en plateforme de meeting, comme vous connaissez un peu Zoom, AutoMeeting, mais nous, c'est ça qu'on utilise chez nous. Puis la priorité, ça a été, oui, renvoyer les gens, mais bien communiquer. Donc, à chaque jour, nous, très pratico-pratique, mais à 9 h, on se rencontre avec l'équipe de direction encore aujourd'hui. Puis notre CEO envoie un message par email à l'ensemble des employés à chaque jour vers 11 h pour faire part des nouveaux développements face à la crise. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Merci vraiment pour vos réponses. Ça prouve vraiment une belle adaptation. Là, je pense entre autres à Discord qui a été adapté. C'est vraiment une belle manière de s'adapter à son audience. Donc, je pense que vous l'avez très bien fait avec ce que j'entends. Donc, on parle surtout de ce qui s'est passé au début de la crise, comment vous êtes adaptés, mais très rapidement, on a vu, je pense, des changements à chacun au quotidien. Je serais intéressée de savoir pour chacun, je sais que vous étiez beaucoup à dire justement là-dessus, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre quotidien au travail depuis que les mesures de confinement ont été mises en application? Maxime, peut-être? Oui, je vais peut-être commencer, on va faire la boucle inverse. Mais en fait, nous, le grand changement oui, il y a tout l'aspect communication, les outils sont différents, mais par rapport à ce qu'on parlait d'entrée de jeu là, avant de partir le webinaire, c'est vraiment au niveau de la structure des communications. Ce qui a changé, c'est qu'il y a effectivement, il y a moins de discussions de corridor où les informations s'échangent entre certaines personnes, puis il y a certaines personnes qui sont peut-être moins au courant. Donc, pour ma part, c'est bien personnel. Maintenant, on est beaucoup plus structuré. Quand on fait un appel avec Slack, par exemple, on a une vidéoconférence, peu importe, on invite vraiment chaque partie prenante, puis on en fait beaucoup plus qu'avant, des meetings virtuels de cette façon-là.
c'est vraiment, on est parti d'une entreprise qu'on essayait le plus possible là, d'avoir une dynamique très opérationnelle. Maintenant, on est parti au niveau plus management, coopération, coordination, je dirais, avec ces outils-là, ce qui fait en sorte que nos communications sont plus structurées qu'avant. Je pense que les gens sont plus au courant de ce qui doit être fait, plus au courant de ce que les autres équipes font aussi. Ça, on pourra en reparler tantôt, mais ça a été une des choses qui a changé le plus, c'est-à-dire qu'au niveau vente marketing, là, je sais qu'il y a un autre volet, mais bien comprendre le rôle de chaque équipe dans l'entreprise, puis où est-ce qu'il en était rendu pour vraiment aligner tout le monde là, à court terme sur qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait rapidement pour faire face à la crise. C'est ce qui a pu changer chez nous. Super. En fait, ce que je dirais aussi là-dessus, c'est que un des constats quand on parle du changement dans notre quotidien, c'est que si, avec les outils qu'on met en place, le nombre de réunions, il est facile de passer, d'allonger nos journées et de rester extrêmement focusé sur le travail parce que les activités qu'on avait autour, dans la majorité des cas, ne sont plus présentes, ne sont plus disponibles. Donc, il faut se donner une discipline. Et je pense qu'on n'arrête pas de répéter à l'équipe constamment de prendre des pauses, de garder du temps pour aller prendre une marche, prendre de l'air de façon à chaque jour, s'assurer d'équilibrer notre vie, travail personnel là, dans un contexte qui n'est pas évident pour personne. Évidemment, quand on regarde individuellement, bien, nous, on a ajouté des réunions aussi pour la gestion de la crise. Alors, on a des réunions exécutives quotidiennes pour faire le suivi puis prendre les grandes orientations. Et aussi, à chaque semaine, le président et plusieurs exécutifs là, s'adressent à l'ensemble des employés partout où on a des bureaux pour s'assurer que les messages sont transmis en même temps à tout le monde et qu'on va chercher le pouls aussi là, de nos gens dans chacun des différents bureaux et lignes d'affaires là, pour voir comment ça se passe de leur côté. Puis agir en conséquence s'il y a quelque chose qui doit être pris comme décision. Oui, donc beaucoup plus de structure à ce que j'entends. Anouk, je crois que tu avais quelque chose aussi à ajouter là-dessus. Oui, si je peux rajouter, parce que c'est sûr que je pense que ça a évolué nos pratiques parce qu'en début de crise, après l'annonce du 13 mars, oui, on avait établi un comité de contingence ou d'exécutifs qui discutait justement des politiques qu'on allait appliquer, puis que la communication descendait de top-down, que j'appelle. La seule chose, c'est que je pense que dans le quotidien, dans mon cas, moi, bon, veux pas, on garde nos anciennes habitudes. Fait qu'au début, oui, on a Teams, tout ce qu'on faisait de façon physique, on le migre vers le virtuel. Mais c'est facile de se faire aspirer par l'ordinateur, comme si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, avoir 2-3 semaines où on a plus de meetings, on a plus de communication, il y a beaucoup d'informations à gérer et à faire circuler, puis d'ajustement avec chacun des individus pour prendre le pouls. Mais je crois que dans les dernières semaines, puis encore aujourd'hui, on s'adapte. On est plus efficient aujourd'hui dans nos communications. Le nombre de meetings est plus efficace avec un agenda. Mais c'est sûr que toute cette crise-là, moi, je trouve que ça amplifie peut-être des améliorations, des zones d'amélioration qu'on avait à faire en termes de gestion, puis en termes aussi de s'ajuster avec chacun des individus qui composent l'équipe. Fait que dans mon cas, moi, je vous dirais que plus de communication, mais prendre le pouls. Puis, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Alors, ça demande beaucoup plus je dirais, d'être plus proche des gens, encore plus qu'avant, parce que tu les vois pas les signes. Des fois, c'est ça. Fait que il faut que tu prennes le pouls des gens de façon plus fréquente. C'est ce qui change, surtout dans mon cas, au niveau de la gestion du personnel. Super bon point. Je pense que de rester empathique, même si ça peut sembler plus dur parce qu'on ne voit pas nécessairement l'expression des gens à la machine à café tous les matins, ça demeure extrêmement important. Je crois qu'Ali aussi, tu avais quelque chose à ajouter à cet effet-là. Bien, je pense que moi, de mon côté, ce qui a le plus changé dans le quotidien pour ma gang, du moins, ils travaillaient déjà de la maison sur la route, c'est le fait justement là, d'être à la maison avec les enfants, d'avoir à structurer ton horaire de la journée, d'avoir structuré ton environnement de travail. Eux, une semaine, ils allaient peut-être sur la route 3 jours par semaine, rencontrer des clients. Fait que là, comment je structure mes meetings, comment je deal avec le fait que les enfants sont à la maison tout le temps. Puis c'est sûr, je pense qu'il y a une grande adaptation qui a été faite autant de notre côté à l'interne, mais les clients réagissent bien. Je pense que tout le monde comprend la situation actuelle. Le monde ne capote pas parce qu'il y a un enfant qui passe en arrière pendant une vidéoconférence. Fait que ça, c'est sûr qu'en tant que société, je pense qu'il y a eu une grosse adaptation là, à ce niveau-là. Ça a perturbé le quotidien. Mais je pense que ça va rester parce que
excuse-moi, Marie, vas-y. Non, j'allais justement renchérir sur le fait que je pense que l'empathie, justement, elle s'en vient de plus en plus naturelle, mais je crois que tu avais ajouté là-dessus. Non, mais je voulais juste. C'est sûr qu'on parle, je vois les questions passer, puis les gens, on va essayer de garder ça vraiment pour l'après, là, mais une des choses qui va rester, là, pour, à mon avis, ça c'est mon opinion à moi, mais les meetings virtuels, ils vont être de plus en plus acceptés. Ayez pas peur dans votre gang, là, je vois les questions passer, mais ça va être, on parlait, chez nous, on parle des conferences, des conférences, trade shows, etc. C'était tout physique. Avant, là, on s'entend, là, on allait en Californie, on allait en Floride, on allait à Orlando, Microsoft, etc. Ils s'en viennent tous avec des plateformes digitales maintenant. Puis je pense que cet aspect-là va être plus accepté dans le futur. Fait que gênez-vous pas pour les utiliser. Les outils sont très performants. Je pense que vos clients s'attendent à ça aussi. Je pense qu'il y a une façon de faire qui est mieux adaptée maintenant qu'avant, ou plus acceptée, du moins, par rapport à vos clients. Fait que gênez-vous pas pour l'utiliser. Puis je pense que d'après, là, ce que vous devez mettre en place, là, c'est une bonne façon de faire avec votre équipe pour faire ces meetings-là de façon virtuelle. C'est très sympathique. On le fait aujourd'hui par caméra. Je pense que c'est quand même humain. Il manque, oui, pour les vendeurs là, qui sont vraiment sur la route, il y a peut-être une partie qui manque. Mais on va s'améliorer là-dedans, un peu comme Anouk disait, on va s'ajuster. Ça va fonctionner là, après la crise. C'est sûr que le après ne sera pas comme le avant. On est tous d'accord là-dessus. Puis je pense que ce qu'on est en train de vivre avec nos équipes, même dans les relations clients, même dans une business comme la nôtre, on est avec les moyennes et les grandes entreprises. Il va y avoir un changement important. Il va y avoir beaucoup moins de rencontres face à face, même quand tout ça, ce sera derrière nous. Et je pense que les gens acceptent déjà les médiums qu'on utilise pour communiquer, puis ça va devenir partie prenante de notre quotidien. Merci beaucoup tout le monde. Effectivement, je vois les questions passer, puis je veux juste rassurer tout le monde, j'aurais sûrement dû le dire au début, mais les sections qui s'en viennent vont vraiment être les impacts sur les opérations des ventes puis du marketing, puis tout ce qui touche l'après. Je sais qu'il y en a aussi qui ont des préoccupations là, par rapport qui sont arrêtées complètement. Donc, tu sais, les panélistes, si vous avez aussi des pistes de solutions qui s'adaptent pour l'après, là, pour des entreprises qui auraient été arrêtées, ça pourrait être pertinent là, de les ajouter dans votre réponse. Pour ce qui est de la prochaine question sur les équipes puis l'organisation du travail, je pense qu'on en a parlé un petit peu. Là, les gens sont de plus en plus adaptés. Il y a des choses qui sont ressorties dans ce que j'entends autour de moi, qui a été l'adaptation justement de leur équipe ou de leurs employés, des choses vraiment créatives qui sont surgies d'une situation de crise comme ça, dans des aspects un peu plus positifs. Donc, je me demandais, vous quatre, qu'est-ce qui vous a plus surpris dans l'adaptation de vos équipes? On peut y aller avec Michel, peut-être? Bon, merci. En fait, on peut penser que c'est normal et naturel pour une équipe de vente, mais moi, ce que j'ai constaté au travers de tout ça, là, tantôt quelqu'un a parlé d'empathie, là. Ben oui, nous, notre mandat, c'est d'avoir cette empathie-là envers les membres de nos équipes, mais moi, j'ai vu les membres de mon équipe de vente être extrêmement empathiques avec leurs clients et de démontrer un désir de servir là, hors du commun, là. On n'était pas là pour faire une vente, mais on était là pour comprendre ce que le client avait besoin. Et ça fait toute la différence là, dans la période qu'on vient de traverser. Alors, je pense que c'est excessivement important. Ça nous a permis de voir à l'intérieur des équipes les gens qui avaient le leadership, puis qui étaient capables d'élever leur niveau de jeu d'un cran pendant cette période-là. Et ça, c'est correct. Ça permet de voir où sont nos vrais leaders. Mais je reviens sur l'élément. L'équipe de vente dans une période comme celle-ci, elle doit d'abord être là pour servir ses clients. Et c'est vraiment la dimension qu'il faut mettre de l'avant. C'est ce que j'ai vu dans l'équipe. Ben, je dirais, pour continuer un peu... Excuse-moi, Anouk, vas-y. Ah, c'est pas Anouk. Ah, pardon. Ben, je pense que Michel l'a nommé. Moi, je pense que on est tous... Bon, on est des êtres humains à la base, dans une temps de crise comme ça, business ou pas. Ceux qui vont survivre les mieux, c'est ceux qui sont mieux adaptés à la situation, au niveau personnel, au niveau business. Fait que la clé là-dedans, c'est adaptabilité. On va en discuter tout le long, là, mais il faut que vos équipes s'adaptent. Je parlais tantôt de vente, marketing, là, customer success dans notre cas, pour ce qui est l'implémentation des solutions, mais il faut que tout le monde soit prêt à jouer sur tous les flancs. Quand on parle aux clients, on ne parle plus aux clients de toute façon straightforward avec notre pitch de vente habituel, notre elevator pitch, peu importe. Il y a des choses qui doivent être faites. Il faut que tout le monde embarque. Je pense que la transparence vient jouer un grand rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup à nos employés présentement. Moi, je suis très fier dans mon équipe. Il y en a sur le corps, là, je vais faire attention, mais ils sont super bons. Mais l'équipe doit s'adapter.
on doit s'adapter en tant que gestionnaire. La communication est clé, la transparence aussi, vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Ça va-tu bien aller? Ça va-tu pas bien? Ça va-tu mieux aller? C'est typique à chacun de vos entreprises, c'est sûr. Mais c'est de communiquer ça. S'assurer, là, j'aime l'idée de Michel, les leaders vont sortir. Ceux qui sont adaptés le mieux, là, vous allez les voir. Là. Ça, c'est ceux-là que vous devez compter dessus pour passer à travers cette crise-là. Ils vont traîner les autres avec eux. Nous, chez nous, c'est des leaders d'influence qu'on appelle. Ils n'ont pas le rôle nécessairement de leader en termes de management, mais ils ont du leadership à faire envers la gang. Ces gens-là, il faut vraiment être proche d'eux autres. Ça, c'est indéniable dans mon cas. Puis, petite question, Maxime, est-ce que ces gens-là, tu les avais déjà identifiés comme leaders ou c'est vraiment la crise qui les a fait ressortir du lot, tu dirais rapidement là-dessus? Je vais parler à large dans l'entreprise. On en avait déjà identifié des leaders d'influence de cette façon-là dans un programme de RH présentement. Dans notre équipe, je vous dirais qu'à chacun des niveaux, les gens viennent prendre du leadership dans leurs projets respectifs. Ils ont à être très autonomes présentement dans leurs projets. Mais oui, effectivement, ça fait ressortir cette personnalité-là forte. J'aime ça voir les gens qui s'adaptent, j'aime ça voir les gens qui prennent des initiatives, qui prennent… moi, quand j'engage quelqu'un, là, la question posée tantôt, mais quelqu'un de curieux, d'ouvert d'esprit, là, ça fait un méchant bout parce qu'après ça, ils peuvent s'adapter à toutes les situations. Puis après ça, on peut les… Nous, notre rôle en tant que manager ou en tant que leader, là, c'est de former ces gens-là. Mais si quelqu'un est ouvert d'esprit, curieux, je pense qu'avec la situation qui arrive présentement, ils vont s'adapter. Puis c'est ça que je vois, c'est ça que je sens dans mon équipe, que je suis très fier de présent. Peut-être que je pourrais rajouter là-dessus parce que, comme je vous ai dit, on est passé de 14 à 18. Hein? Puis on a eu des onboarding virtuels. On a engagé des nouveaux employés durant les dernières semaines. Donc, l'adaptation de mon équipe, tu sais, veut pas, on était en train de rebâtir l'équipe pour la solidifier parce qu'il nous manquait on a créé des nouveaux postes, etc. La volonté est là. La volonté de mes employés, de mon équipe, de faire du extra. Par contre, il reste qu'ils ont des réalités différentes au niveau personnel avec des enfants, pas d'enfants, etc. Puis, c'est pas tout le monde qui est, je dirais, chacun a sa façon de s'adapter puis démontrer une certaine résilience. Par contre, ce qu'on a fait chez Cascade, puis ça vient beaucoup des ressources humaines, c'est s'adapter à la flexibilité, d'être flexible, c'est-à-dire d'avoir des politiques de 3-4 jours si jamais la personne a des préoccupations personnelles puis qu'elle a le droit de s'occuper des enfants. Donc, je pense qu'il y a le deux côtés de la médaille. C'est que oui, il y a des employés qui doivent s'adapter à cette situation-là, mais il faut les soutenir aussi parce que veut pas, le télétravail, il faut intégrer la partie personnelle, la réalité personnelle de chacun qui est différente. Donc, 18 individus dans mon équipe qui sont de bonne volonté, qui font des heures extra, mais qui ont des réalités différentes au niveau personnel. Puis, je te dirais que dans l'ensemble, bon, moi, je constate que deux groupes d'employés, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être plus capables de segmenter la partie travail versus personnel, donc qui divisent, puis ceux qui sont peut-être plus qu'on appelle un intègre, dans le sens qu'ils sont un tout au travail et à la maison, puis qu'ils mélangent un peu ces deux sphères de vie. Donc, j'ai trouvé quand même que dans mon équipe, des gens qui sont capables de diviser, de séparer, de dire, OK, aujourd'hui, le matin, je fais juste du travail, puis après ça, 2 heures suivantes, je m'occupe de mes enfants qui segmentent. Ces personnes-là ont plus de facilité à, je vous dirais, gérer le stress, s'adapter, puis passer à travers ces semaines de fou. OK. Bien, merci, Anouk. Puis, Ali, avais-tu quelque chose à rajouter sur le sujet? Moi, ce qui m'a le plus surpris, puis Maxime en a parlé un peu, c'est justement la capacité de s'adapter de chacun de mes reps. Les 2 premières semaines, là, ça changeait à tous les jours, puis on ne savait pas à quel point que ça allait augmenter. Donc, c'était nouvelle après nouvelle. Veux pas, on est en vente, on a des objectifs, on a des targets qu'on s'est fixés. Là, on voit des clients qui nous font des demandes. Puis, comme Michel l'a dit, il faut arrêter de juste être des vendeurs, il faut être axé service à la clientèle, il faut être là pour nos clients, faire des petites choses pour eux, passer à travers de tout ça. Tout le monde est parti en panique au début, le monde ne savait pas trop c'était quoi, les gens nous faisaient toutes sortes de demandes. Je pense qu'il y en a qui ont adapté rapidement justement leur modèle d'affaires, qui ont reparti différents volets de leur business. Fait que, simplement d'être là, d'être à l'écoute, d'être disponible pour ses clients. Puis je pense que les chiffres de vente, il faut un petit peu les parker sur le côté pendant la crise, focusser sur le service client. Puis on va repartir ça après.
Ben, c'est un parfait segue, comme on dit en bon français, sur la prochaine question. On tombe dans tout ce qui est les impacts sur les opérations de vente et de marketing. Puis justement, je voulais savoir de quelle façon vos clients sont impactés par la COVID-19. Puis qu'est-ce que vous faites pour les aider là, concrètement? Peut-être y aller avec Anouk en premier cette fois-ci. C'est ça que je voulais faire de toute façon. Merci, Marie-Josée. Mais en fait, nous, c'est ça, nos ventes, ils augmentent. Les derniers mois ont été excellents. Ceci étant dit, ça veut dire que nos distributeurs, nos clients, on a différents canaux de distribution. Les ventes vont bien jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'au niveau opération puis au niveau de l'approvisionnement, c'est aussi difficile du côté de nos clients comme Emballage Carousel, Cisco, Office Depot, Staples, que nous. On est tous impactés parce que la demande est tellement élevée au niveau des produits d'hygiène, que ce soit les papiers essuie-mains, les papiers hygiéniques, les lingettes, les serviettes. Donc, c'est très, très difficile dans cet environnement-là. Il faut se focusser sur le court terme, sur les commandes qui rentrent des clients, de nos clients. Donc, c'est sûr que toute l'équipe de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les représentants ou le service à clientèle, s'ajuste justement aux demandes quotidiennes qui rentrent au niveau de nos clients vers chez nous. Donc, c'est tout un défi opérationnel, je vous dirais, pour des équipes qui entourent nos clients, mais aussi du côté de nos clients qui dessert des détaillants, par exemple, ou des épiceries ou toutes sortes d'autres compagnies. Parfait. Merci beaucoup, Anouk. Maxime, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. Je ne sais pas si tu avais un point à rajouter. Ouais. Nous, on est en software, on est en logiciel informatique. C'est certain qu'on vend des subscriptions et des licences pour utiliser nos logiciels. L'approche, au niveau très pratico-pratique, là, dans l'équipe, notre approche était déjà virtuelle. C'est-à-dire que nous, notre modèle d'affaires est basé sur, on a, comme je disais tantôt, là, 500 000 utilisateurs dans le monde. Donc, par défaut, on faisait déjà de la business au niveau numérique, là, avec du e-commerce, de façon virtuelle. Maintenant, ce qui a changé, c'est plus par rapport au niveau de l'approche, je vous dirais. J'en ai parlé un peu tantôt, mais vos vendeurs, vos gens en marketing doivent transitionner d'un modèle où on approche nos clients avec une solution pour aller beaucoup plus vers un partenariat ou ce que j'appelle là, des brand ambassadors. Donc, ce qu'on veut faire dans ce temps-ci, ce n'est pas nécessairement d'aller vendre notre produit en tant que tel, c'est d'aller vendre la business en général, puis voici qu'est-ce qu'on peut vous offrir ou comment on peut vous aider en termes de business et non pas en termes seulement de produits. Là, dans le temps, là, on a fait le MIT, là, mais il y a des choses qui doivent être faites. Si votre client vous dit « j'ai besoin de tel, je suis en train de faire tel projet », puis votre solution, ne faites pas là-dedans, prenez le temps quand même de parler avec votre client, voir comment je peux l'aider. Je peux peut-être trouver un compétiteur, je peux peut-être trouver une solution complémentaire, mais ça fait du chemin. Puis quand la crise va être finie, il va s'en rappeler de ça. Puis là, ce sera le temps après ça de le reconnecter. Il va se souvenir que vous lui avez donné un coup de main il y a 3 mois. Puis là, ça va être winner pour vous autres. Fait que transformez vos reps en gens de marketing, en brand ambassador. Ces gens-là doivent contacter les clients, mais travailler sur le message avec votre gang et non pas vraiment sur la forme. Je pense que la forme, là, on en a parlé tantôt, vidéoconférence, ça fonctionne bien, là. Mais le contenu, votre messaging, aller dans le storytelling, parler de vos clients existants, c'est vraiment ça qu'il faut travailler présentement avec votre gang au niveau des grands changements, là, à mon avis, dans votre organisation. Permettre, j'ai une petite question pour Maxime. Est-ce que l'ensemble de tes clients sont réceptifs? Parce que, tu sais, veut pas avec tous les changements ou l'approche qui vient du gouvernement, il y a tout le travail interne de restructurer, revoir un petit peu les opérations. Est-ce qu'ils sont réceptifs dans ton industrie à toi? Bien, nous, les clients sont très réceptifs dans le sens que on travaille très proche d'eux. Okay? Donc, on comprend très bien la réalité. Nous, on s'adresse à des professionnels en TI. Okay? Fait que présentement, là, ils sont très occupés à maintenir les structures en place pour que les gens travaillent remote. On est chanceux, par contre, de notre côté, nos outils s'adressent à ces gens-là pour les aider à travailler à distance. Notre logiciel là, phare, c'est un outil qui sert à gérer des connexions à distance. Donc, il y a un bon fit là. Maintenant, ils sont assez réceptifs parce que quand on arrive avec notre message en se disant comment on peut vous aider, par exemple, j'ai des quotes ou des soumissions qui sont en cours, on donne plus de temps aux gens, on extensionne ça beaucoup, on comprend l'idée des budgets aussi, on s'adapte au budget de nos clients en termes de proof of concept. Là, je prends des termes en anglais parce qu'on travaille beaucoup en anglais, mais en termes de projet pilote, si vous voulez, là, on vient vraiment extensionner nos licences d'essai, nos licences de trial avec ces clients-là. Fait que
dans l'approche, nous, on a une approche très inbound marketing qui a toujours été de donner plus à la communauté que qu'est-ce qu'on compte recevoir. C'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui en étant là aussi. Là. On est tous là en se disant on va aider les gens, puis dans le futur, ça va nous revenir d'une certaine façon. C'est la même chose avec nos clients. Ils sont très réceptifs. On arrive en se disant on est là pour vous aider. Qu'est-ce que vous avez besoin? Dites-nous ce que vous avez besoin, là, puis on va faire ce qui doit être fait pour vous aider. Puis, en ramenant ce lien-là au niveau plus personnel, plus humain, je vous dirais que présentement, c'est la clé de notre cas. Oui, vraiment, ce qui ressort beaucoup, c'est l'empathie, là, définitivement. Michel, je crois que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. En fait, oui, par rapport à ça, comment l'impact de nos clients ont été impactés, c'est sûr que je séparais en deux volets. Il y a les clients avec qui on a déjà une relation d'affaires, puis il y a la nouvelle business, là, si je peux la qualifier comme ça. Puis dans là où on est déjà, c'est déjà des clients installés ou des clients avec qui on a une relation établie, on a vraiment vu l'ensemble des possibilités. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont été très impactés dans leur secteur d'affaires par la crise. Et on a vu dans ces cas-là les volumes d'affaires diminuer. Quand vous êtes une entreprise en service conseil en technologie, ben, si votre volume d'affaires diminue, ça veut dire qu'il y a des conseillers qui n'ont plus de mandat. Alors, ça a amené tout un côté humain et on a géré ça dans les meilleures façons possibles là, pour s'assurer de maximiser ce qu'on pouvait faire pour nos gens, d'avoir un impact minimal pour eux, évidemment, puis dans la mesure du possible, de garder tout le monde en emploi. Il y a des clients qui ont été peu impactés où on a été capable de maintenir ce qu'on faisait. Et chez d'autres clients avec qui on avait déjà une relation, dans leur secteur d'activité à eux, bien, ça nous a amené une croissance d'affaires. Alors, il n'y a pas une entreprise qui est pareille, ça dépend de votre secteur d'activité, de comment vous réagissez à la crise. Et Anouk en parlait tantôt. Mais Maxime parlait de changer les façons de faire. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que même dans cette période-là, des clients avec qui on n'avait jamais engagé avant, on a été capable, basé sur un premier contact, de faire une présentation virtuelle, de déposer une proposition et d'aller la présenter virtuellement et de gagner un mandat pour commencer une nouvelle relation d'affaires avec un client. Je ne dirais pas qu'on en a fait des dizaines, mais on a compris comment il faut travailler, le côté de l'empathie, le côté de l'être humain. Ces gens-là sont comme nous, sont obligés de travailler en mode évidemment remote et ça nous amène à fonctionner plus efficacement de ce côté-là. Merci, Michel. Ali? Bien, c'est sûr que nous, nos clients, c'est les PME. Donc, nos clients ils ont été très touchés. Je vous dirais que peut-être 50% de nos clients ont dû fermer pendant un bout. Comme je vous avais dit tantôt, la priorité numéro 1, ça a été la sécurité des employés. La priorité numéro 2, ça a été de développer qu'est-ce qu'on fait avec nos clients. On a on fonctionne avec des contrats, évidemment. Donc, quel genre de décision qu'on prend par rapport au contrat. Fait qu'on a fait des analyses. On a offert des pauses de contrat, des pauses de facturation, des reports de budget dans des campagnes, des choses comme ça. Donc, on essaie d'être le plus flexible par rapport à ça pour aider nos clients. Ça fait plus que 100 ans qu'on existe et qu'on aide les PME. C'était hors de question de fermer là, pendant la crise. On voulait rester disponible. Puis, comme Maxime l'a dit tantôt, c'est d'être là pendant la crise, d'être un allié pour eux. Ils vont s'en rappeler après. On a vraiment essayé d'être partenaire pour les PME, d'être le plus à l'écoute de leurs besoins. Après ça, évidemment, on a développé des offres pour les aider, par exemple des sites web sans frais de conception, des choses comme ça. Donc, on a plusieurs offres en ce moment pour aider les gens à se relancer. C'est sûr que certains de nos clients qui sont dans le B2B où les gens vont se demander, ben ouais, mais tout le monde est fermé, nos clients sont fermés, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? En temps de crise, il faut continuer comme de faire de la publicité quand même. Le but, c'est juste de travailler sur son branding, sur la perception du marché en ce moment. Nous, on arrive avec des idées créatives de comment nos clients peuvent rejoindre leurs clients pendant la crise pour s'établir comme leader puis véhiculer le message puis le brand awareness de leur entreprise. Le but, évidemment, c'est si on est fermé pendant 2 mois, 3 mois, tout le monde va vouloir leur prendre ce 2-3 mois-là de chiffre d'affaires à un moment donné. Comment on va closer ce gap-là après? On développe des stratégies de branding en ce moment justement pour faire voir les entreprises. Merci, Ali. Juste comme gardienne du temps, on est maintenant à un petit peu plus de la moitié du webinaire. Donc, je vais juste vous laisser savoir les panélistes.
Aussi, ben, on en a touché un peu, mais on avait une question par rapport à comment vos vendeurs, pour ceux qui gèrent des vendeurs, sont impactés vraiment directement pendant la crise. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pourraient donner des exemples concrets? On sait qu'il y a des trade shows qui ont été annulés. Il y en a qui vivent pratiquement là-dessus dans une année là, pour faire leur chiffre de vente. Juste un exemple. Est-ce que vous avez réattribué des nouvelles tâches là, à vos vendeurs pendant la crise? Peut-être qu'elle est avec Ali en premier cette fois-ci. Oui. C'est sûr que le day-to-day d'un vendeur il est perturbé. Puis on s'entend une partie de leur rémunération va en fonction des ventes et puis tout ça. Mais je pense que tout le monde a juste mis la main à la pâte puis shifté leur rôle vers orienter service client. Les chiffres et puis tout ça reviendront par la suite. Fait au lieu d'être juste en mode je rencontre mes clients puis je fais des présentations, j'essaie de vendre des produits, il y a eu un gros focus service client. Appelez les clients, est-ce que vous voulez qu'on mette des mentions sur votre site web? Êtes-vous fermé? Êtes-vous ouvert? Avez-vous changé vos heures d'ouverture? Fait que juste des petites attentions comme ça. Puis je pense que les vendeurs, ils ont juste embarqué là-dedans parce qu'ils ont à cœur leurs clients. Fait qu'ils se sont vraiment plus convertis en agents de service, là, je vous dirais. En fait, ça dépend toujours du genre de business où on est et dans quel modèle d'affaires on opère. Pour les directeurs, directrices de compte qui sont habitués d'avoir des rendez-vous face à face avec leurs clients, bâtir des relations, développer des opportunités, ça amène un changement vers le virtuel, mais rien d'impossible. Puis on a vu le changement s'effectuer graduellement dès les premières semaines. Puis aujourd'hui, je pense c'est derrière nous, qu'on a une nouvelle façon de fonctionner. C'est pour ça que je disais qu'après la crise, on va continuer avec des méthodes qu'on n'utilisait pas avant. Là où il y a un autre impact, c'est que les gens, dans certaines équipes, les gens étaient habitués de travailler ensemble au bureau. Par exemple, un directeur de compte sur la route avec quelqu'un en support aux ventes. On se parle à tous les jours, on développe une stratégie dans un compte où on se répartit les tâches à effectuer. Bien là, ce contact humain-là n'est pas là, mais en même temps, on travaille différemment. Donc, ça aussi, je pense que ça a pris quelques semaines, mais on a repris notre rythme de croisière, ou en tout cas avec la façon dont ça peut se faire dans le contexte actuel. Mais là où il y a un impact intéressant, c'est qu'on a profité de cette période-là avec l'équipe de développement d'affaires pour faire énormément de formations. Et ça, là, on a démarré un programme de formation sur l'ensemble de nos différentes pratiques. Puis on a élargi cette formation-là, pas juste aux gens de développement d'affaires et ventes, marketing, mais bel et bien à plusieurs autres groupes de l'entreprise. Puis je rejoins un point qu'on a soulevé tantôt, là, quand on dit que les groupes d'entreprise travaillent mieux ensemble, ils se connaissent mieux, partagent mieux les mêmes niveaux de connaissances sur ce que fait l'autre. Bien, dans ces formations-là, c'est le genre de feedback qu'on a eu là, et c'est extrêmement positif. Puis suite aux formations, bien, tout de suite, on en profite pour produire les éléments de marketing qui vont venir appuyer l'équipe de vente dans leur démarchage. Fait que, on a profité de cette période-là, puis à date, le résultat est très intéressant. Maxime, tu avais quelque chose à dire? Oui, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on parlait tantôt par rapport, il y a la formation, oui, une formation, là, il y a plusieurs ordres de formation en ligne, de développement de skills, entre autres, là, mais la formation peut aussi se traduire en formation en interne, c'est-à-dire, bien, il y a peut-être des choses que vous faites, c'est peut-être le temps, là, justement, de dire, est-ce qu'on fait tout de la bonne façon? Y a-t-il des choses qu'on va abandonner dans le futur? C'est le moment, là. Prenez ce temps-là de la crise, là. Il faut vraiment faire un plan. Vous avez vos vendeurs, vos gens de marketing, là, on essaie d'être le plus généraliste possible, là, mais c'est tout du cas par cas. Là. Ça ne s'applique pas tout le temps à tout le monde. Là. Fait que, faut faire attention à ce qu'on dit aussi, puis votre réalité en entreprise. Là. Mais l'idée, c'est vraiment de venir faire le ménage, faire une espèce de bilan de votre entreprise en général, voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. C'est peut-être le temps de l'abandonner. S'assurer que tout le monde connaisse bien le rôle de chacun des parties prenantes au niveau des ventes marketing dans votre organisation. Puis Michel l'a dit tantôt, là, le gars de vente peut très bien aller aider le gars de marketing et vice-versa pour encore mieux connaître la réalité de chacun d'eux. Je faisais un autre webinaire la semaine passée, très pratico-pratique encore, j'utilise ce terme-là, mais les gens de marketing, 1 à 2 fois par année, devaient voyager avec les gens de vente pour aller sur le terrain avec le client pour vraiment aller voir ce qui se passe. T'sais. Maintenant, c'est pas possible, on s'entend. Par contre, c'est peut-être le temps de faire l'inverse aussi, c'est-à-dire que moi, je suis VP vente et marketing, donc c'est sûr que le côté marketing en temps de crise prend une très grande place dans mon travail, là. Mais c'est d'intégrer vos vendeurs avec l'équipe marketing le plus possible pour vraiment comment que le marketing peut les aider dans le futur et vice-versa au niveau du messaging. Les vendeurs peuvent venir apporter du PR à l'équipe marketing, de dire ça, ce message-là, de ce que je vois sur le terrain, là, ça va passer moins bien. Mais par contre, si tu mises là-dessus, là, on a de quoi de winner. Fait que travailler cette synergie-là,
forcer vos gens à le faire aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être pas naturel pour tout le monde là, de dire, mais organiser des meetings avec votre équipe de vente, votre équipe marketing, essayer de merger tout le monde ensemble au lieu de travailler en silo. Je pense que c'est une bonne solution à court terme pour vous autres. Puis vraiment, là, travailler sur votre brand et moins un peu sur vos solutions, votre produit. Là, je parle en très court terme. Hein, ça va venir vite, ça change vite. Je ne dis pas d'abandonner vos solutions, c'est de travailler peut-être plus du côté business que du côté produit en ce moment, là, si vous avez plus de temps, entre autres. Super. Merci beaucoup. Juste avant de passer à la section là, de l'après, qui va, je pense, être très hands-on puis pratico-pratique, comme tu le dis, Maxime, je voulais juste savoir pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne s'applique pas à tous, mais est-ce que vous avez réattribué vos budgets marketing ou qu'est-ce que vous avez fait en ce moment? Les avez-vous mis sur pause? Est-ce que c'est allé ailleurs? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Je fais, si vous me permettez, comme je suis directrice marketing, écoutez, tout ce qu'on a planifié ou qu'on pensait faire, par exemple, les salons commerciaux. Là, on migre, il y a certains salons qui migrent vers le virtuel. Donc, demain, on participe à la conférence canadienne de développement durable à Toronto. Donc, ça va se faire virtuellement. Mais il y a certains salons, par exemple, qui sont annulés parce que c'est aux États-Unis, etc. Donc, c'est sûr que ça vient chambouler, je dirais, la planification qui a été faite. Fait qu'on s'ajuste, on gère la crise. On est en train de voir aussi l'après-crise pour essayer d'adapter nos plans de communication, autant nos plans marketing ou les lancements de produits. Donc, c'est sûr que c'est pas évident parce qu'on ne connaît pas les différentes phases et les différentes dates de réouverture de toutes les entreprises au Québec, mais le reste du Canada puis aux États-Unis aussi. Donc, on essaie d'être agile. Je vous dirais que le budget marketing, oui, on le revoit. Les plans de communication marketing, on le revoit, mais il y a des activités qu'on fait à court terme pour s'ajuster avec la situation réelle de qu'est-ce qui se passe dans nos environnements. Et puis, mais c'est sûr que comme le meeting annuel des ventes qui devait avoir à Montréal le 24 septembre, bon, c'est ça, il est retardé. Fait qu'on s'ajuste de façon, je vous dirais, court terme. On essaie de planifier le moyen terme au fur et à mesure, mais en ayant des différents scénarios, puis des différentes phases de déploiement, puis il faut bâtir le futur, c'est-à-dire le 2021, 2022, etc. Donc, c'est quand même tout un défi pour les équipes marketing et vente. Mais c'est ça, on fait de notre mieux, puis on essaie de se tenir au courant avec la réalité de nos clients, les différentes industries, puis les différentes réalités dans les provinces et le reste du Canada. Tu as fait raison, Anouk, puis tu sais, c'est bien dit, mais en temps de crise, on ne doit pas arrêter de faire du marketing, on ne doit pas arrêter de faire de la publicité. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. C'est sûr, il y a eu une grosse crise en 2008, donc on a beaucoup de data quand même récents là-dessus. Les entreprises qui continuent de faire du marketing et de la publicité en temps de crise ressortent plus fort. C'est prouvé par plusieurs études, donc ce n'est pas le temps d'arrêter. Dans ce temps-là, on comprend qu'on a peur, on a moins de cash flow qui rentre, mais ce n'est pas le temps d'arrêter à ce moment-là. Profitons-en pour s'établir comme leader, prendre des parts de marché. C'est sûr qu'il y a plein d'entreprises qui vont fermer, donc les gens doivent penser à ça et aller essayer de ramasser les parts de marché des gens qui vont fermer. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, on a continué à faire de la publicité et des choses comme ça, juste pour laisser savoir aux gens qu'on était ouvert, qu'on était là, qu'on était disponible. On a écrit plusieurs articles pour aider les gens à faire attention à l'hameçonnage, des choses comme ça, parce qu'on s'entend là, dans le temps de crise, il y a beaucoup de fraudeurs qui en profitent en ce moment. Quand on a lancé des offres pour aider les PME, on a fait du marketing en entour de ça, des vidéos pour remercier les travailleurs de la santé puis des choses comme ça, juste pour que les gens nous voient. Fait que c'est vraiment important en temps de crise de ne pas couper complètement ces budgets de marketing parce qu'on doit continuer à se faire voir. Oui, c'est ça. Peut-être compléter ce que tu dis, Ali, c'est réattribuer de façon à ce que, tu sais, nous, on est là beaucoup plus en termes de rassurer nos clients au niveau des opérations. Les dons qu'on fait, Cascade fait ou que différentes usines que Cascade fait, bon, pour supporter la communauté, c'est toutes des actions que je trouve que ça vient renforcer la notoriété, notre brand awareness, autrement dit, mais avec un fond authentique, je dirais, au fond d'aider la communauté, puis de solidifier l'entraide, la collaboration, puis le côté plus, je dirais, qui rejoint les valeurs de Cascade au niveau de l'authenticité, puis autant de supporter la communauté d'affaires locale ou régionale.
Tout à fait, tu as raison, Ali. Maxime? Oui, bien, c'est ça. Je ne connais pas la réalité de tout le monde là, qui sont présents aujourd'hui. On est quand même 150, là, mais effectivement, là, Ali a soulevé le point. En business, cash is king, right? Donc, votre cash flow, là, si vous avez des cash flow reports, là, si vous êtes dans l'exécutif ou votre CEO, je ne sais pas ce que vos rôles, mais cash is king. Donc, c'est de trouver la bonne balance entre, parce que vos budgets vont être impactés. Là, ça serait, oui, il faut continuer à en faire là, du marketing. Peut-être changer vos façons de faire, ce serait peut-être une meilleure approche. Là, couper tout au complet. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé voir en termes de ROI, là, de retour sur investissement, là, vous allez toujours avoir là, un 20-80. C'est quoi votre loi de Pareto qui vous rapporte le plus de business? Là? Fait que, oui, il va y en avoir qui va être coupé parce que vous devez avoir du cash à court terme pour payer votre monde et continuer vos opérations. On parlait d'adaptabilité tantôt, ça fait partie de la game. Donc, nous, on a coupé conférence, on a coupé ce qui était tout le paid media, là, le banner, Google AdWords, entre autres, ça a été coupé. C'est réévalué pratiquement au jour le jour, là, je dirais plus la semaine à la semaine. Là. Mais c'est une maturité d'approche d'aller chercher. Là. Puis là, je vais parler pour moi, mais nous, on est très focusé inbound marketing, donc on vient créer une communauté autour de nos produits, puis c'est beaucoup de bouche à oreille, puis c'est beaucoup de contenu qu'on distribue, puis l'éducation, puis c'est de faire rouler cette machine-là au fil des années qui nous apporte notre succès qu'on a, puis qui nous permet de continuer. Le reste, c'est tout du add-on, right? C'est tout d'aller chercher, vous faites des campagnes de lead, des campagnes, c'est tous des projets qui sont plus spontanés dans le temps souvent. C'est ceux-là qu'il faut réévaluer à court terme. Fait qu'essayer de garder le focus sur ce qui vous rapporte le plus, évidemment. C'est assez naturel, vous allez me dire que c'est un no-brainer, mais vous allez devoir couper certaines choses. Là, parce que je sais que vous avez une pression de votre président ou de votre comité exécutif. Fait que oui, essayez, en tout cas, comme je dis, c'est encore du cas par cas, là, mais vous allez devoir couper des dépenses, essayer de focusser sur ce qui vous ramène le plus de business à court terme. Parce que c'est ça, c'est la clé, c'est de passer au travers. Là, puis on ne peut pas trop aller voir loin non plus dans le futur, à mon avis. Là. Ça change tellement vite. Si on regarde, on recule le 6-7 semaines, ce qui s'est passé depuis, puis on se repitch dans 6-7 semaines. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas à l'aise de dire ce qui va se passer dans ces 7 semaines d'ici, parce que je n'aurais pas pu le prédire ce qui s'est passé ces 7 semaines. Donc, essayer de gérer ça au très court terme, puis de trouver le bon équilibre, la bonne balance entre, oui, on dépense de l'argent en marketing, mais il faut aussi garder notre cash pour tout ce qui s'en vient. Fait que soyez intelligents là-dedans. Là. Michel, je crois que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, bien en fait, je bon dans le sens de Maxime, il faut y aller selon ses moyens dans votre secteur à vous, là, c'est clair. Mais évidemment, moi, je pense qu'on ne peut pas arrêter complètement le marketing non plus. Là. Si vous sortez de votre marché pendant cette période-là, puis on ne sait pas quand ça va se finir, plusieurs clients ou prospects ne se souviendront plus de vous, là, puis vous allez repartir où vous étiez il y a très longtemps. Alors ça, je pense que c'est important. Nous, on a continué à faire de la production de contenu, même plus qu'avant dans certains domaines. On a maintenu notre présence sur les médias sociaux de façon importante. Mais oui, on a contrôlé l'ensemble de ce qu'on pouvait contrôler, budget de dépenses de conférences, budget de AdWords et autres. Et aussi, on a lancé des séries de webinaires de façon importante là, pour rester en contact avec nos clients, nos prospects et les communautés où on veut développer les affaires. Merci énormément, Michel. C'est vraiment très pertinent, vos interventions. Je pense que ce qui ressort, c'est de ne pas arrêter d'y aller selon nos moyens, mais de vraiment quand même avoir une présence pour ne pas se faire oublier pendant qu'on est moins actif ou qu'on est carrément pas ouvert dans certains cas. On saute, il reste un petit peu moins de 15 minutes, même 10 minutes à l'heure officielle. En passant, si jamais certains des panélistes et des invités sont disponibles, on pourrait peut-être réserver un petit peu de temps pour des questions-réponses à la fin. Donc, soyez à l'aise si vous avez du temps à votre agenda. Donc, on tombe vraiment dans la section de l'après. Je pense qu'on en a parlé de l'après tout au long en disant qu'on ne savait pas vraiment c'était quoi l'après ou quelles attitudes ou aptitudes avaient développé nos employés qui vont servir dans l'après aussi. Mais concrètement, je me demandais qu'est-ce que vous comptez faire dans chacune de vos entreprises respectives pour sortir gagnant de cette réalité sans précédent qui nous affecte tous? Dans le fond, je pense que le après se joue beaucoup dans le pendant aussi. Donc, c'est vraiment juste de prendre le temps justement de le planifier. Tu sais, on a tous perdu des clients, fait on doit tous aller acquérir des nouveaux clients. Il y a des business qui ferment. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par faire des sessions de brainstorming pour voir
c'est quoi les industries en ce moment qui ont les vents dans les voiles, qui sont peut-être des verticaux différents, des verticaux traditionnels qu'on est habitué de travailler avec, puis comment on peut adapter notre modèle de BizDev. On a été faire beaucoup de recherches on a regardé les volumes de recherche sur Google. Donc, le trafic, il y a des industries qui les recherches sont à la baisse, mais il y a beaucoup d'autres industries que le volume de recherche est à la hausse. Fait qu'une fois ces études-là ont été faites, on peut faire des call lists puis des focus pour certaines industries puis les laisser savoir qu'en ce moment, les gens recherchent beaucoup. Fait que vraiment, clients existants, le volume de recherche, BizDev, développer des nouveaux verticaux qu'on est peut-être un peu moins confortable avec, qui ne sont pas dans notre expertise, et puis essayer de développer tout ça. C'est sûr que tout ce qui est e-commerce en ce moment, ça a le vent dans les voiles. Donc, nous, on approche beaucoup de compagnies qui font du e-commerce en ce moment pour les aider à générer du trafic vers leur site web. Là. Si je peux peut-être continuer sur ce qu'Ali dit, bien, c'est sûr que nous autres, on a plusieurs verticaux, dont ce que je dirais les tours à bureau, tout ce qui est distributeur d'aliments, produits hygiéniques. Et on a aussi les public venues, ce qu'on appelle les shopping centers. On a plusieurs verticaux. Donc, on fait beaucoup de recherches en ce moment. On participe à des webinaires pour essayer de voir un peu les tendances qui sont en train d'émerger. On suit beaucoup aussi dans certains pays qui ont connu le COVID beaucoup plus tôt. Donc, il y a beaucoup de films, de recherches, d'études de marché, de tendances qui nous approchent et auxquelles on participe pour essayer de sortir un peu les tendances dans les différents verticaux puis les transformations de compagnies dans leur modèle d'affaires. Fait il y a ce volet-là concrètement que ça s'est intensifié puis on continue. Et puis, c'est sûr que dans mon cas à moi, bien, il y a dans mon équipe qui est nouvelle, bon, veut pas, cette gestion-là nous rapproche. Hein? On nous rapproche de façon un peu plus rapidement. Et puis, on connaît plus la réalité de chacun des individus. Alors, pour moi, dans mon équipe, dans la gestion d'équipe, le télétravail, c'est une super bonne pratique. Ça donne de la flexibilité à certains individus dans l'équipe. Donc, je pense que c'est ça, en tant que gestionnaire, on a le devoir de mettre les forces de chacun des individus dans notre équipe au meilleur, bien, en fait, de les laisser aller dans leurs forces, puis de continuer à déléguer, je dirais, parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein, on ne peut pas être, plus on est micromanagement, plus c'est difficile. Mais c'est de justement déléguer puis de voir à ce que s'il y a une force d'un individu qui a un intérêt, par exemple, sur un plan de communication ou veut prendre le lead du projet, bien, on lui laisse aller. Donc, il y a, je vous dirais, l'extérieur, l'intérieur de mon équipe, la façon qu'on gère, qu'on délègue, la flexibilité. Puis, une des choses qu'on a mentionnées au début, c'est la gestion efficace des réunions. Parce que c'est peut-être, ça vous paraît peut-être banal, mais c'est pas tout le monde qui a des bonnes pratiques de gestion de réunion physique. Il y a bien des compagnies, le côté réunionnite, c'est vraiment un fléau de nos jours, mais je pense que ça nous force avec toute cette situation actuelle-là de mieux gérer nos agendas puis nos réunions, puis c'est des pratiques qu'il faudrait qu'on garde par la suite. Parfait. Voilà. Michel? En fait, d'un point de vue marketing, dans le après, et sans savoir c'est quoi la date exacte, je pense qu'il faut qu'on change nos façons de faire. De toute façon, ce ne sera jamais comme avant. Donc, je pense qu'il faut continuer la stratégie de marketing numérique. Il faut continuer à se positionner sur les bons marchés et ça demande de faire plus de réflexion en amont pour savoir où est-ce qu'il est mon vrai marché et non pas de se positionner comme un généraliste. Ça va être de plus en plus dur pour les généralistes. De l'autre côté, pour les ventes, je pense qu'il va falloir servir encore mieux nos clients. Et ça, c'est un défi qu'il faut se donner tout le monde. Ça ne sera plus comme avant. Je pense qu'il faut servir encore mieux nos clients. Et pour ceux qui veulent développer des nouveaux clients, les développeurs d'affaires, il va falloir avoir des offres, des propositions encore plus ciblées et être mieux préparés dans le développement des affaires avec plusieurs grands clients parce que les gens vont être intéressés à entendre des nouvelles offres, mais elles doivent être pertinentes, amener un haut niveau de valeur ajoutée et être encore plus réfléchies et positionnées qu'auparavant. Merci beaucoup, Michel. Maxime, je crois que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, bien, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que, bon, on parle beaucoup du virage numérique là, depuis des années au Québec.
c'est un incontournable. Vous allez devoir, vos business vont devoir s'adapter. C'est immanquable, là. Ce que vous aviez comme projet présentement, vous allez devoir les mettre de l'avant. Vous allez devoir convaincre vos preneurs de décision chez vous, si ce n'est pas vous, de ces initiatives-là qui doivent être mises de l'avant maintenant. C'est peut-être le temps même de le faire, étant donné que vous avez, dans certains cas, plus ou moins de temps, mais je pense que ça sera. Puis quand je parle du virage numérique, c'est vraiment d'avoir des solutions. Ça ne s'applique pas partout en B2B, mais il faut au moins avoir des solutions de e-commerce à un certain niveau. Il faut avoir une façon de faire pour aider vos clients à distance, support technique, customer success, une façon de se connecter chez vos clients à distance pour pouvoir les aider le plus possible. Vous devez avoir une présence au niveau marketing, une présence numérique. Là, je vous dirais, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est aller où ce que les gens sont. Si ça peut aller là, si votre clientèle, là, vous adressez à des gens là, dans le manufacturier ou en agriculture, puis eux, ils écoutent la radio à longueur de journée, là, bien ça fait partie du virage numérique. Allez à la radio. Si c'est dans les pages jaunes, on parlait tantôt à Kelly, allez dans les pages jaunes. Si c'est dans les journaux, vous allez aller dans les journaux, mais trouvez où ce que votre gang se réunit présentement en temps de crise. C'est votre premier départ pour un virage numérique. C'est là que vous devez aller. Puis il y a des trucs en marketing numérique super sexy là, qu'on fait, là, super avancés, mais on oublie la base souvent. Puis la base, là, ça peut aller même au niveau du mailing direct par la poste. Là. Ça fonctionne très bien dans certains cas. Fait que pensez à votre business, pensez c'est quoi votre meilleur channel, parce qu'à mon avis, le channel, c'est le message. Là, c'est-à-dire que votre message a beau être super bon, si vous n'avez pas le bon channel, il n'atteindra pas votre target market. Puis ayez juste ce thinking-là après la crise ou même présentement là, sur où est-ce que ma gang, où sont mes clients potentiels, puis comment je peux donner une spin numérique à ça. Avant, j'allais les voir one-on-one, on allait au resto, on allait en conférence. Ces gens-là vivent encore, là, ils sont ailleurs, c'est juste ça. Donc, on parlait d'adaptabilité tantôt, c'est la même chose pour votre stratégie marketing. Adaptez-vous, puis pensez au numérique là-dedans, puis il y en a des outils. Puis je vais vous donner un dernier conseil, là. Allez chercher de l'aide. Présentement, tout le monde est un peu en mode on essaie tout de survivre puis de bien faire notre rôle de manager ou de faire survivre nos business, mais c'est la même chose pour vos fournisseurs. Fait que ces gens-là attendent votre appel aussi pour vous aider au niveau du numérique. Puis eux aussi là, sont prêts à s'adapter pour vous autres. Fait que faites-les pas toutes seules, allez chercher de l'aide. Vous êtes ici aujourd'hui, je pense que c'est un bon premier pas, entre autres. Là. Ça prouve votre intelligence que vous allez chercher ce thinking-là. Gênez-vous pas, appelez-moi, envoyez-moi un courriel. Vous allez pouvoir avoir, je pense que c'est la même chose pour tout le monde sur le panel, mais j'ai des gens que je peux vous référer aussi. Mais allez chercher de l'aide. Il y a des gens qui savent très bien comment prendre cette spin numérique-là. Ils ont du temps présentement. J'en connais quelques-uns personnellement. Là. Donc, c'est pas mal ce que moi, je pourrais voir qui est assez générique pour tout le monde. Si ça peut vous aider. Merci vraiment beaucoup, Maxime, pour aussi offrir ton aide. C'est vraiment apprécié par plusieurs des gens qui assistent. J'en suis certaine. Donc, on tire à la fin, il est presque 13h15. Je voulais vous remercier énormément. Comme je vous disais, il y a certaines personnes qui ont posé des questions sur les questions-réponses. Si certains d'entre vous sont disponibles pour rester, j'ai assisté à un webinaire tantôt, puis c'est ça, les questions ont été prises à part après par manque de temps. Ça a été vraiment populaire. Merci de votre participation. Sinon, merci d'avoir été là. On espère vraiment avoir été pertinent, vous avoir offert l'information que vous allez pouvoir appliquer day-to-day dans vos entreprises. Puis je donnerai le mot de la fin là, au panel si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte officiellement. En fait, peu importe où est votre marché, là, c'est comme puis plusieurs l'ont mentionné. Écoutez, revisitez vos processus. C'est la meilleure période que vous avez pour le faire. Donc, regardez ce que vous faites en marketing. Repositionnez-vous sur vos différents marchés. Est-ce que ce que je vends aujourd'hui, c'est encore ça que le marché que je dessert a besoin? Et est-ce qu'il y a d'autres marchés potentiels? Et c'est la meilleure période que vous pouvez trouver pour analyser ces marchés-là. Comme d'autres entreprises, comme nous, on a créé des comités qui sont en train d'évaluer des marchés où on n'est pas, voir s'il y a un potentiel. Puis après ça, on va pouvoir s'activer quand le marché sera plus propice. Puis du côté des ventes, je l'ai dit à quelques reprises, assurez-vous de donner le meilleur service à la clientèle que vous avez jamais donné à vos clients. Il faut qu'il soit, chaque intervention avec un client doit être de qualité. Assurez-vous que vos employés, qui sont votre actif le plus précieux, sont bien. Et évidemment, il faut que ce soit notre priorité numéro 1 comme gestionnaire. Et dans les nouveaux clients que vous voulez développer,
soyez innovateurs, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, trouver des offres créatives qui vont amener votre entreprise à un autre niveau. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir assisté. Puis écoutez, vous pouvez nous retrouver à travers Marie-Josée ou à travers nos profils LinkedIn ou autres, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Michel. Ali, Anouk. Moi, j'aimerais continuer sur ce que Michel dit. C'est ça, c'est vraiment important de prendre le temps aussi de s'évaluer. Exemple, je ne sais pas s'il y a des gestionnaires de vente ici, mais réévaluer votre façon de mesurer la performance de votre équipe. Exemple, moi, j'avais des KPI, des targets de nombre de rendez-vous face à face par semaine que mes employés devaient faire. Mais là, évidemment, j'ai commencé à mesurer le nombre d'appels, le nombre de web meetings qui sont faits. Donc, je vais probablement en 2021 avoir des targets plus nombre de fois qu'on doit voir un client face à face versus nombre de web meetings, combien dans une semaine. Fait que n'hésitez pas à prendre le temps de regarder votre data et de réévaluer vos objectifs. Puis comme Michel l'a dit aussi, c'est bien comprendre qui sont vos clients cibles, puis d'utiliser les bons médias pour rejoindre ces gens-là. Maxime l'a dit tantôt, il n'y a pas nécessairement de médias plus clichés qu'un autre. Si vos clients cibles sont là, c'est de prendre le temps de bien analyser, bien prendre les bons médias. Puis encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour rejoindre des clients cibles, n'hésitez pas à nous contacter. Là, je suis disponible via LinkedIn. Merci. Anouk, je te laisse le mot de la fin. Oui, bien en fait, ça rejoint ce que nos panélistes, mes collègues ont mentionné. Je pense que c'est vraiment une occasion idéale de revoir nos façons de faire, être pertinent pour nos clients et puis aussi dans ce qu'on fait au niveau marketing ou vente, je pense qu'il faut être pertinent, mais aussi il faut s'assurer que nos clients sont réceptifs. Notre cible est réceptive dans toute cette crise-là parce que ça, pour moi, c'est important en tant que marketeur. Donc, parce que sinon, notre message ou ce qu'on va faire va passer à côté s'ils ne sont pas réceptifs. Voilà. Super. Merci beaucoup. Peut-être en terminant, soyez courageux, ayez confiance, soyez dans une situation comme ça. On parle beaucoup en marketing ou en vente du data, mais là, il y a une très grande partie qui va venir de votre gut feeling à vous autres. Faites-vous confiance. Bâtissez votre confiance, c'est-à-dire si vous avez des questionnements par rapport au shot que vous collez, parlez à vos collègues, parlez à vos patrons, vos superviseurs. Si vous êtes le patron, parlez à votre équipe. C'est le temps de vraiment gérer, serrer, mais gérer de façon intelligente. Allez chercher ce feedback-là pour bâtir votre knowledge, allez chercher cette information-là pour avoir confiance au shot que vous allez caler dans les semaines qui viennent. Fait que pour moi, là, c'est pas mal la clé d'aller chercher cette énergie-là que vous avez dans vous autres, tout le monde là. C'est juste que dans un temps de même, on doute des fois, mais c'est peut-être le moment au contraire de foncer, être cocky à la limite. On parle beaucoup des clients, mais il y a aussi vos partenaires qui ont des opportunités, vos compétiteurs aussi. C'est peut-être le temps, là, un de vos grands compétiteurs, là, je vous le dis, là, appelez-le. Dites, hey, c'est Max de telle entreprise. Là, je sais qu'habituellement, on est un contre l'autre dans les appels d'offres, là, mais présentement, on peut juste jaser 30 minutes, voir ce que ça va dans notre industrie. Parce que là, votre marché, si vous êtes en technologie, là, pour la plupart, ou en B2B, B2C même, là, votre marché n'est pas juste québécois maintenant. Il va devenir mondial. Si vous n'avez pas fait le switch encore, vous allez le faire dans les années qui viennent. Puis, c'est le temps, là, notre compétition n'est plus au Québec entre nous. Là, notre compétition est d'ailleurs dans le monde, partout. Là. Fait que c'est le temps de serrer les coudes ici ensemble, puis trouver des solutions ensemble sur comment on va survivre dans cette crise-là. Fait que gênez-vous pas, puis soyez pas arrogant le terme. Je pense que cocky en anglais est un peu plus de mise. Là. Soyez, allez-y, là. C'est le temps. Là. Ou du moins opportuniste, peut-être, sans en profiter. Ouais, peut-être opportuniste. Ouais, c'est peut-être le Oui, un peu. J'en suis pas certaine, mais je propose le mot. Bien, merci infiniment, tout le monde. Je propose que si vous avez des questions qui ont été non répondues ou même des questions que vous n'avez pas posées sur le Q&A, mais qui vous sont venues, s'il vous plaît, n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Marie-Josée Lacourcière, Parcours 3, ou tous nos panélistes directement. Je suis 100% certaine que ça va leur faire plaisir. Sinon, vous pouvez m'envoyer vos questions, puis je vais les relayer avec plaisir. Donc, merci tout le monde. Ça nous a fait vraiment plaisir que vous soyez parmi nous. Encore une fois, j'espère avoir été pertinent pour vous tous. Puis, bonne fin de journée.
Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci.